Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, de nouvelles utopies peuvent-elles émerger 500 ans après Utopia, le livre fondateur de Thomas More? Le mot a-t-il encore un sens? Comment peut-il être réhabilité, au pluriel ou au singulier? On en parle avec notre invité Thomas Boucher, professeur associé en histoire de la pensée politique à l'Université de Lausanne. Il est l'auteur de Utopie chez Anna Mosa, 9e titre d'une nouvelle collection qui fait la part belle aux mots, des mots comme révolution, comme peuple, comme science, ou encore peut-être comme citoyen. Utopie, voilà comment il décrit ce mot. Il en parle comme un mot fragile, un mot sensible, un mot qui file entre les doigts, un mot disponible, et tout cela peut être à la fois. Paradoxalement, ça fait sa force, évoque-t-il cette idée. Il pense aussi et parle de ceux qui ont déjà abordé cette question de l'utopie, et notamment certains penseurs qui lui ont consacré de longues pages et nous ont invités à repérer un esprit de l'utopie en des espaces qui ne se revendiquent pas explicitement de ce nom. Avec lui, avec vous, Thomas Boucher, tout cela, on va le voir ensemble. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez précédemment travaillé sur un gros dictionnaire des utopies paru chez Larousse, un ouvrage collectif, co-dirigé avec Michel Rio-Sarcey et Antoine Picon. Après le catalogue de nos utopies, est-ce que vous vous offrez, avec ce petit livre qui paraît chez Anna Mosa, une sorte de droit d'inventaire sur ce mot? Quel était l'état d'esprit de dans cette petite collection, de ce petit livre-là, après le gros dictionnaire? Oui, je garde en mémoire le dictionnaire. Le dictionnaire, c'était il y a une vingtaine d'années, je crois. C'était une très belle aventure avec Michel Rio-Sarcey, Antoine Picon, d'autres encore, venant de tous les horizons. Et ce dictionnaire en était un sans lettres parce qu'il était très kaléidoscopique, il partait dans plein de directions, parfois inattendues. Et cette question de l'utopie, sur laquelle je travaille depuis les années 90, a continué à m'habiter, à m'intéresser. Le moment Anna Mosa, c'est un moment que je trouve assez passionnant parce que la petite équipe d'Anna Mosa donne les mains libres, laisse les mains libres à ses autrices et ses auteurs. Il a été question pour moi de proposer un certain nombre de pistes ou d'hypothèses sur Utopie. J'y suis allé avec énormément de bonheur et j'ai essayé d'explorer des territoires qui nous permettent de remettre le mot dans le jeu, alors que de temps en temps, il est dévalorisé et remis en cause. Est-ce que c'est l'époque aussi qui a suscité l'envie d'écrire ce petit livre? Est-ce que dans la période actuelle, vous vous êtes dit il serait bon de réveiller certains mots qui ont eu une portée bien plus forte auparavant, qui se sont peut-être un peu amoindris et qui nous aideraient à y voir plus clair, hein, sur ce présent que nous vivons? Oui, c'est vraiment le propos de la collection qui est animé et dirigé par Christophe Granger. Il s'agit de recharger et de réamorcer un certain nombre de mots qui portent en eux une histoire forte, une histoire impressionnante, parfois très émouvante, et d'éviter une sorte de dissolution, de banalisation, un déchargement qui leur est préjudiciable et qui nous est préjudiciable à mon avis. Et puis ce projet a rencontré une actualité, l'actualité peu joyeuse, à la fois des évolutions récentes de la vie politique en France et ailleurs, et puis de la pandémie. Et j'ai eu l'impression, Chloé Paté, qui dirige Anna Mosa aussi, et toute la petite équipe, que peut-être il pouvait trouver sa place et être réinvité dans nos débats publics. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mots ont une histoire. Les mots ont aussi parfois une actualité, un présent. Et puis se pose toujours la question de savoir si les mots ont un avenir, c'est-à-dire s'ils peuvent être transposables dans la réalité, s'ils peuvent répondre et trouver une issue concrète. C'est le cas avec ce beau mot d'utopie, mot très difficile à définir, hein. D'ailleurs, le livre est presque un effort de définition à lui tout seul. Vous en parlez comme d'un mot caméléon qui prend les teintes de ce qui l'entoure. Il est difficile à délimiter, il ne se laisse pas facilement attraper dans une définition. Et peut-être pour y parvenir, il faut, et vous serez d'accord avec moi, je l'espère, Thomas Boucher, en revenir aux origines. Et à l'origine de ce concept, il y a un certain Thomas More qui inaugure un genre nouveau en publiant ce livre, Utopia, en 1516. On va écouter à ce sujet les mots du philosophe Miguel Abensour. Il était au micro de Raphaël Enthoven, c'était en 2008. Le terme inventé par Thomas More est un terme ambigu. Parce que, comme vous le savez, on peut très bien entendre le lieu de nulle part, le lieu d'aucun temps, mais aussi le lieu où tout est bien.
Il y a quantité de mots négatifs, de privations, mais justement, je crois que ça, alors, si vous voulez, c'est un peu l'aboutissement du travail de mort. Il faudrait peut-être démarrer sur la question de l'écriture, mais peu importe. L'aboutissement, c'est que je crois que mort, outre l'invention d'un dispositif rhétorique nouveau, a créé ce qu'on pourrait appeler l'utopie négative. C'est-à-dire que d'une part, il épouse l'impulsion de destruction de la satire et quant à la partie de construction, il réduit sans arrêt la positivité. Ce qu'il faut entendre, c'est que l'utopie ne doit pas s'arrêter ou s'enfermer, se clôturer dans une solution. Voilà, alors il nous dit déjà plein de choses, Miguel Abensour, dans cet extrait. Mais ce qu'il dit d'abord, c'est qu'au moment où Thomas More l'invente, ce terme, c'est déjà un terme ambigu. En quoi? C'est un terme, me semble-t-il, mais là je me place dans le sillage de Miguel Abensour. C'est un terme double, triple, quadruple et davantage, parce que Utopie, d'abord, ce n'est pas un seul livre, mais ce sont 2 livres. On connaît davantage le deuxième livre, le second, où il est question de l'île d'Utopie et de la vie de ses habitants. Mais l'ouvrage commence sur un mode complètement différent, le mode du dialogue entre un certain nombre de personnages qui prennent la parole les uns après les autres et qui n'est pour aucun d'entre eux, me semble-t-il, porteur de vérité. L'utopie peut être arrimée à bien des manières de voir le monde. Et je pense que le livre ne dit pas le dernier mot. Je suis intéressé beaucoup, en lisant ce livre-là, par la possibilité que More nous donne d'interpréter à notre tour et d'entrer dans le mouvement qu'il met en place. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on n'est pas simplement dans le ciel de l'imaginaire. Utopie est arrimée sur le début du XVIe siècle. Utopie est écrit sous le règne de Henri VIII. Et il est question de misère, il est question d'injustice. Et c'est de cela aussi que parle ce livre. On entendait dans les mots aussi de Miguel Abensour à l'instant cette idée du lieu. L'utopie, c'est un lieu, à vos yeux, un lieu idéal, ou c'est un non-lieu, comme les a définis un anthropologue bien connu? Je crois, que Utopie, c'est une multiplicité de possibles. C'est ici, c'est un peu plus loin, ça peut être beaucoup plus loin. Il se peut aussi que de temps en temps ce soit en nous, et que ce soit dans le dialogue entre les uns et les autres d'entre nous. Ce qui complique peut-être la localisation, mais est-ce qu'on peut localiser Utopie? J'en sais rien. De la même manière que je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse définir Utopie. Ce qui complique en tout cas, c'est que les lieux changent. C'est que la stabilisation de l'utopie, d'une expérience d'utopie, représente un danger pour elle. Pourquoi? Peut-être que la stabilisation peut conduire à penser que l'essentiel du travail est fait, que l'ordre auquel on est arrivé satisfait. Et ce sentiment, cette satisfaction de l'équilibre, à mon avis, laisse souvent en dehors du chemin un certain nombre d'êtres, au sens très très large, qui n'entrent pas dans le dispositif. Les dispositifs de pensée sont en général et peut-être même toujours insatisfaisants. Donc la bonne utopie, c'est celle qui nous échappe, c'est celle qui est en mouvement. C'est quoi cette île, l'île de Thomas More? C'est une des modalités de tous ces écrits qui parcourent les siècles jusqu'à aujourd'hui encore et qui, en prenant le prétexte d'un ailleurs, avec la ruse d'un ailleurs, me semble-t-il, permettent de parler d'aujourd'hui. Il n'est pas du tout évident que More espère que la société de ses contemporains et de ceux qui le suivent, celles et ceux qui le suivent, ressemble à l'île d'Utopie. Mais c'est simplement, à la fois, me semble-t-il, un procédé narratif et un procédé politique pour essayer de se regarder à distance de soi-même et de comprendre que tout n'est pas encore dit et qu'il est possible, pour reprendre le terme que vous avez employé et qui m'est très cher, il est possible de toujours se remettre en mouvement. Alors on a essayé de fondre dans le béton certaines utopies ou certaines expériences qualifiées comme telles. Ça a été le cas à Copenhague, mais aussi au nord de Pondichéry, à Auroville, cette ville expérimentale, pensée comme une utopie. Écoutez, on va retrouver les mots de l'architecte Roger Anger. Je crois que c'est à la base même du principe d'Auroville.
Si les gens qui viennent faire cette profession de foi ne sont pas capables de construire leur propre environnement, ça voudrait dire qu'Auroville est un échec. C'est essentiel que ça soit construit au niveau de l'expérience individuelle. On pourrait situer donc Auroville à l'inverse de la démarche traditionnelle de l'urbanisme contemporain. Dans nos conceptions urbaines, on fait une ville au niveau du papier, au niveau de la conception, la plus intelligente soit-elle, et puis on vient demander à des gens de l'habiter. Là, la démarche est inversée. Des gens vivent une expérience, et c'est à partir de cette expérience que vont s'établir, se créer leurs conditions, leur environnement, leur cadre de vie. Alors, près de 50 ans après, étonnamment, dans certains imaginaires, Auroville reste comme un rêve, une utopie impossible, et pour d'autres, et c'est un peu mon cas, je ne sais pas pourquoi, comme une expérience, quelque chose qui a un peu galvaudé ce mot, comme si on avait tenté de figer cela dans quelque chose d'un peu rayonnant, plein de dogmes en fait. Oui, il se pourrait qu'il y ait une forme de normativité derrière tout cela. Une fois encore, ce qui peut nous intéresser ici, c'est ce que je propose en tout cas, c'est de ne pas se fixer ou se figer sur quelque expérience que ce soit, d'observer les voisines, les antérieures, de les mettre en relation les unes avec les autres, et puis de se dire que, y compris sur le plan urbanistique et architectural, une utopie en vie, une utopie vive, se réinvente sans cesse. J'aime bien, par exemple, On pense à Le Corbusier aussi, quand on pense d'utopie architecturale, urbanistique. Oui, et j'ai envie de regarder dans une autre direction, même si la direction Le Corbusier est fascinante, j'ai envie de regarder du côté d'un auteur que j'aime vraiment beaucoup, et depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé en Franche-Comté, en fait, et qui s'appelle Charles Fourier, et qui, lorsqu'il s'agit de représenter le phalanstère, c'est-à-dire le lieu de vie d'une phalange, c'est-à-dire d'un groupe de environ 1620 personnes, mais parfois c'est plus, parfois c'est moins, et ça bouge tout le temps, lorsqu'il s'agit de le représenter, ne le représente pas. C'est-à-dire ouvre des possibilités, et s'il faut vraiment représenter quelque chose au phalanstère, ce sera le passage couvert qui permet d'aller d'ici à là, de revenir, de rencontrer, sans aucune stabilité définie et définitive. Alors on avance petit à petit sur notre effort de définition du mot utopie, qui va faire son entrée au XVIe siècle dans le dictionnaire de Rabelais. Quel héritage sur ce mot Rabelais porte-t-il ? Alors, je serais un petit peu... J'ose pas dire beaucoup sur Rabelais que je connais assez mal, mais je peux simplement signaler ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire que lire les textes de Rabelais, c'est se sentir en liberté. Rabelais remobilise utopie, remobilise mort. Il y a un roi d'utopie ici, de l'utopie ailleurs, et puis il y a du verbe utopien, me semble-t-il, c'est-à-dire une capacité extraordinaire qu'à son tour, il a de composer avec la langue, de créer de nouveaux mots, de les faire proliférer, bourgeonner, entrer en efflorescence, atteindre des limites auxquelles personne n'avait songé jusqu'auxquelles personne n'avait songé à aller, et dire de quoi sont capables à la fois les intelligences et les corps. Probablement dans les interstices de son œuvre, dans sa correspondance, à certains moments, dans certaines bifurcations, plutôt que dans l'abbaye de Thélème, qui m'a toujours semblé un peu plus triste, un peu plus figé, avec un fait, ce que voudra, qui ne trouve pas véritablement, me semble-t-il, une traduction dans l'évocation de ce qu'est cette abbaye. Non, Rabelais, ce sont les mots en liberté. Je pense que l'utopie est aussi une question de mots et de langue. Voilà, et vous racontez, c'est Rabelais qui importe de l'anglais, ce mot utopia, oui. En 1532, et qui va lui donner sa nomenclature française, et qui va faire de son géant Pantagruel le fils du roi d'utopie. Voilà la force pour vous de François Rabelais, de distiller aussi des idées, tout en les plaçant quelque part à distance, et ce sera probablement le titre d'un prochain livre pour vous, Thomas Boucher, Ce que Rabelais m'a fait. Ça donnerait envie en tout cas de tourner les pages. On est là avec vous à essayer de comprendre, saisir
ce mot utopie, d'utopie, à travers ce petit livre que vous faites paraître chez Anna Mosa. Et vous dites c'est compliqué parce qu'en fait ce mot-là, d'utopie, il ne tient pas en place. Le problème c'est que si ce mot est en permanence à la bougeotte, évolue tout le temps, on peut imaginer que utopie, peut-être, ce serait un peu perdu en route, non? Dans l'histoire, ce mot. Utopie, peut-être, a été canalisée ou a fait l'objet d'une tentative de canalisation, et peut-être de double canalisation, au sens que pour certaines et certains, utopie renvoie au rêve, au doux rêve, au rêve un peu candide, au rêve un peu bêta. Utopie pour d'autres, mais parfois pour les mêmes, parce que ce peut être les deux faces d'une même pièce, peut renvoyer au mauvais rêve, voire au cauchemar. D'un côté, les pouvoirs de l'imagination, loin de l'expérience quotidienne, qui permettent de tout inventer, de tout vouloir, de tout pouvoir. Et de l'autre côté, ce qui a inquiété ou terrifié un certain nombre de nos contemporains, c'est-à-dire l'utopie réalisée. L'utopie se transformant en quelque chose qui, à mon avis, n'a rien à voir avec elle. En particulier pour nos devanciers du XXe siècle, le totalitarisme. Je ne vois pas, j'ai beau chercher, je ne vois pas de lien entre cette bougeotte de l'utopie et l'immobilisation complète des corps, des esprits et des imaginaires qui règnent dans le totalitarisme, quelle que soit sa forme. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'utopie réalisable? Il est difficile pour moi, qui ne sais pas définir le terme, de répondre à votre question. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que d'utopie installée dans la durée, il y a peu d'exemples. Vous parlez, vous, de l'utopie biface, le totalitarisme, le socialisme. C'est un mot qui a été dévoyé à ce moment-là, vous pensez? Et sinon, vraiment, en quoi? Par les idéologies et les expériences politiques. Oui, je pense que pour faire référence à des périodes que j'ai essayé de travailler d'un peu plus près, au XIXe siècle, par exemple, cette floraison de la pensée, ou des pensées, c'est aussi un pluriel, des pensées socialistes, inquiète. Inquiète en particulier les tenants d'une autre doctrine, elle-même relativement plurielle, mais qui est en train de se forger elle aussi. Je veux parler des tenants du libéralisme, dans l'économie politique libérale, du côté de Louis Raybaud, par exemple, dans le premier 19e siècle, ou de Leroy Beaulieu à la fin du 19e siècle, est distillée cette idée selon laquelle les socialismes ont à voir avec l'utopie, donc ils sont soit des êtres très sympathiques, mais sans prise sur le réel, soit les fourriers d'un autoritarisme tragique. Et on trouve ça sous une forme tout à fait inattendue, mais je fais une grande place à la littérature dans le texte, parce que je pense qu'elle nous dit énormément de choses. On trouve ça dans l'éducation sentimentale de Flaubert, avec d'un côté Bouvard et Pécuchet, où l'idée de l'utopie légère et candide a sa place, et puis de l'autre côté, dans l'éducation sentimentale, donc le personnage de Sénécal, qui est terrifiant et qui finit par assassiner. Je reviens quand même à la politique, encore un mot à ce sujet, parce qu'on parle du 19e, vous parlez du 20e siècle aussi, de ces expériences qui ont pu à un moment blesser ce mot, en tout cas le dévoyer, voire le travestir. On célèbre quand même les 150 ans de la Commune cette année. Est-ce que la Commune demeure, pour vous aussi, comme pour beaucoup, encore une utopie? Pour moi, oui. Pour moi, la Commune n'est pas morte, comme dirait l'autre. Pour moi, on a encore intérêt à lire la Commune, à lire l'expérience de la Commune, comme on a intérêt à lire More, Rabelais et les autres. Alors que c'est une expérience par bien des côtés tragiques, les actrices et les acteurs de la Commune n'ont pas eu le temps de réaliser ce qu'elles et eux avaient en tête. Il s'est quand même passé des choses sur lesquelles moi j'ai envie de continuer à réfléchir. Par exemple, du côté de l'éducation, avec le projet d'une éducation intégrale qui permette l'épanouissement des esprits et des corps dans une logique d'égalité plutôt que dans une logique de hiérarchie. Et puis, j'oublie pas non plus que le moratoire des loyers au début de la Commune, c'est pour essayer de lutter contre quelque chose de terrible, qui est simplement la faim et la misère de ces Parisiennes et de ces Parisiens qui passent un hiver 1870-1871
absolument infernale. La commune, c'est ça aussi. Alors on a de la chance, on arrive effectivement au 150e, il y a de grands et beaux livres qui vont sortir là-dessus et qui vont nous aider à montrer qu'il reste une force vive dans cette histoire-là, dans l'histoire de la commune qui, me semble-t-il, n'est pas terminée. Vous dites que c'est un mot quand même aussi qui, après cela du coup, au XXe siècle notamment, va quand même se perdre dans ce siècle qui ne va pas aider à porter haut les couleurs caméléon de ce mot caméléon qu'est l'utopie. Quand vous parlez d'utopie, il y a un autre penseur que vous citez beaucoup, c'est Ernst Bloch. Selon vous, on ne pourrait pas penser même l'utopie sans passer par lui. Dans les années 50, vous le rappelez, il va publier son œuvre phare, Le Principe Espérance, que vous décrivez comme un voyage en utopie. Bloch, dites-vous, met en lumière ce qui dans le passé n'a pas été accompli, ce qui porte en soi la possibilité d'ouverture vers le non encore présent. Il invite à revenir sur ce passé pour en extraire ce qui n'a pas eu voix au chapitre, ce que les vainqueurs ont défiguré, ce dont il ne reste que des traces. Et vous le citez, il s'agit d'apprendre à espérer. C'est un travail qui ne se relâche pas, car il a l'amour du succès, non de l'échec. L'espoir, supérieur à la crainte, n'est ni passif comme celle-ci, ni prisonnier d'un néant. L'affect de l'espoir sort de lui-même, agrandit les hommes au lieu de les diminuer, n'en sait jamais assez sur ce qui intérieurement les oriente vers un but, sur ce qui extérieurement peut s'allier à eux. Ernst Bloch, quelle est la force de cette pensée? Comment va-t-il déverrouiller le mot à vos yeux, Thomas Boucher? Il le prend, me semble-t-il, tout palpitant, ce mot. Il lui redonne une chance, à la fois dans les années 1950, comme vous l'indiquez, mais tout au long de sa vie intellectuelle et de sa vie sensible. Il écrit sur Utopie dès la Première Guerre mondiale. Et je pense que les textes les plus anciens méritent d'être lus également. Il parle d'espérance, et je pense que ça vaut la peine d'avoir ce mot en tête de temps en temps aujourd'hui, mais d'espérance en connaissance de cause. Docta spes, une espérance arrimée sur le réel, non pas sur les faits tels que souvent, trop souvent, ils nous sont imposés comme incontournables, mais sur un réel à propos duquel nous avons prise. Et il va explorer dans bien des domaines de l'expérience humaine, du côté du cirque ou de l'opéra, par exemple, ce qu'il est possible de vivre lorsqu'on est proprement humain, lorsque on assume le fait que quelque chose manque et qu'on a envie de combler ce qui manque. C'est ce que vous racontez, c'est ce parcours que vous réalisez, vous, à partir de ce mot. Vous êtes allé voir ce qu'il représentait, ce qu'il faisait aussi aux imaginaires, aux mots, dans les langues, dans les époques, ce qu'on a à apprendre, à voyager avec lui, avec ce mot d'utopie. Thomas Boucher, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de ce petit livre, Utopie, chez Anna Mosa. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Alors utopie, c'est un mot très fécond aussi, c'est un mot qui a certains cousins. On peut peut-être repartir à leur rencontre avec un certain Michel Foucault, qui est aussi évoqué dans vos pages. Michel Foucault, hétérotopie, voilà ce qu'il en dit. Il y a des hétérotopies qui sont les hétérotopies du temps quand il s'accumule à l'infini. Les musées, les bibliothèques, par exemple. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les musées et les bibliothèques étaient des institutions singulières, ils étaient l'expression du goût de chacun. En revanche, l'idée de tout accumuler, l'idée en quelque sorte d'arrêter le temps, ou plutôt de le laisser se déposer à l'infini dans un certain espace privilégié, l'idée de constituer l'archive générale d'une culture, la volonté d'enfermer dans un lieu tous les temps, toutes les époques, toutes les formes et tous les goûts, l'idée de constituer un espace de tous les temps, comme si cet espace pouvait être lui-même définitivement hors du temps, c'est là une idée tout à fait moderne. Le musée et la bibliothèque sont des hétérotopies propres à notre culture.
Voilà, alors c'est un mot très fécond, vous le disiez, et un mot qui a fondé autour de lui cette grande famille. Là, Foucault rattache vraiment cette idée de l'utopie à ce qui est au cœur de votre livre, ce qui vous est cher aussi, la culture, hein. Qu'est-ce que ce mot, ces hétérotopies, nous indique de l'utopie? La pensée de Foucault est belle et complexe. Il est doux de l'entendre là aujourd'hui, avec son enthousiasme intellectuel débridé et son envie de comprendre le monde. Mais je ne suis pas sûr de le suivre complètement dans l'articulation qu'il propose entre utopie et hétérotopie. Dit autrement, l'utopie, selon moi, n'est pas un non-lieu. L'utopie est du lieu, mais autrement. En revanche, lorsqu'il essaie de localiser des hétérotopies, il ouvre des territoires d'investigation infinis. Il parle effectivement des musées, il parle également des prisons, il parle des tentes d'Indiens dressées par les enfants ou pour les enfants, parfois dans les greniers. Et là, je trouve qu'on met le doigt sur quelque chose que désigne aussi Utopie. Il y a dans Utopie un enthousiasme, une envie de vivre, quelque chose que les enfants, souvent, arrivent à expliciter et à réaliser, aussi bien, voire mieux que les adultes. Et puis, pour lui, ces hétérotopies peuvent être aussi les grands navires. Les grands navires qui parcourent le monde, eh bien, autant, par exemple, de Thomas More et d'Utopia, et des grands navires qui, au XIXe siècle, au XXe siècle encore, sont des espaces où des sociétés se structurent, dans l'harmonie parfois, dans la disharmonie parfois aussi, mais l'idée d'essayer de trouver des lieux me semble tout à fait intéressante, et c'est ce qu'il expérimente par la pensée, à partir de 66-67, si je me souviens bien. Alors Utopie a donné naissance à cette grande famille de mots et de concepts, comme l'hétérotopie, comme l'uchronie aussi, et comme la dystopie. Cette dystopie que vous illustrez à travers un exemple, notamment celui de la série Le Prisonnier, cette série britannique avec cet agent secret qui va être enlevé, retenu et dépossédé de tout ce qui fait sa singularité, son identité et notamment son nom pour devenir numéro 6. On se souvient de lui peut-être criant hein, « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ». L'utopie, là on le voit avec cette série et avec la dystopie. La dystopie, c'est le versant cauchemardesque de l'utopie. À vos yeux, Thomas Boucher aussi? J'ai très envie de la situer ailleurs. Il me semble que Le Prisonnier, c'est une série où à certains moments, on a le souffle court, où la respiration devient difficile, voire impossible. Je me souviens de cette espèce de boule blanche, à la fois assez informe et très très menaçante, qui aspire ou qui happe celles et ceux qui, dans le village idéal, ne suivent pas les règles qui sont fixées. Lorsque l'asphyxie gagne, et de temps en temps on peut avoir l'impression que l'asphyxie gagne, peut-être y compris aujourd'hui, eh bien l'utopie permet de reprendre sa respiration. C'est valable aussi par exemple au tout début du XXe siècle avec Zamiatine, lorsqu'il écrit un texte, roman, poème, je ne sais pas le définir, qui s'appelle « Nous », et où, effectivement, la fin des haricots, disons, c'est l'abandon de l'imaginaire, c'est l'abandon de la respiration de l'esprit, c'est l'abandon de la respiration des corps aussi. Ne plus suivre les règles ou en inventer de nouvelles, c'est ce que certains tentent de faire aujourd'hui encore. On l'a vu avec les ZAD, on a pu le voir aussi. Avec Nuit debout, on va retourner sur cette place de la République quelques instants avec des mots extraits du documentaire de Mariana Otero, L'Assemblée, une utopie en marche, Nuit debout, point d'interrogation. Donc si vous êtes d'accord, c'est comme ça. Si vous êtes vraiment pas d'accord, c'est comme ça. Si vous voulez prendre la parole, on lève le doigt. Si on comprend pas, pour pas interrompre avec un point technique, on peut faire ça aussi. Là où on se trompe, c'est qu'on ne peut dire qu'une AG est souveraine que quand elle est d'accord sur le fond et sur tout le fond. Dans une boîte, n'est souverain que ceux qui sont grévistes, pas les autres. Même s'ils sont à l'AG. En 15 jours, on n'est pas d'accord sur quelle société on veut. Donc, pas de vote. Parce que le vote ne sera jamais souverain dans une AG de ce type-là, où on est trop divers. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas des détenteurs de parole. La parole ne nous appartient pas. Nous la transmettons. L'idée, c'est de permettre aux gens
un espace d'accueil sur l'espace public pour déjà se reconstruire cette capacité à créer de la rencontre, mais de la rencontre avec soi-même aussi. Donc même les gens qui ne prennent pas la parole sont en discussion avec eux-mêmes. Vous nous disiez, Thomas Bauchet, que l'utopie, c'est un temps éphémère, c'est une expérience, une expérimentation aussi, mais on peut y revenir, on y revient même peut-être toujours d'une certaine manière. Est-ce que pour continuer à vivre, à être en mouvement, l'utopie doit toujours se terminer, se finir ? Je ne le jurerai pas. J'aurais même envie de dire le contraire, même si je ne suis pas sûr de moi, sur ce point comme sur tant d'autres. En tête, j'ai le parcours très étonnant d'une femme du 19e, mais on reviendra au début du 21e ensuite, avec grand plaisir, qui s'appelle Désirée Gay. Elle s'appelait Véret à sa naissance, elle a épousé Jules Gay, et du début jusqu'à la fin de son existence, elle relance. Elle relance sous toutes les formes possibles et imaginables. Elle cofonde un journal qui s'appelle La Femme Libre en 1832. C'est absolument incroyable. Elle fonde un institut pour l'enfance vers 1840. Elle est dans l'extraordinaire inventivité du mouvement associatif autour de 1848. Au soir de sa vie, aveugle, elle écrit encore à son vieil ami Victor Considérant, en lui disant que lui, il est encore valide et il peut continuer jusqu'au bout. Et elle meurt dans l'obscurité la plus totale à tous les sens du terme à Bruxelles au début des années 90. Donc, il y a des gens qui reviennent jamais d'utopie. Mais effectivement, Nuit debout le montre, à certains moments, on est contraint de ou faire une pause, ou se réorienter, ou regarder ailleurs. La contrainte peut être interne. J'ai beaucoup aimé cette discordance des voix dans le son. Elle peut être extérieure aussi. Et elle parce que la pression l'est était énorme. Elle l'est aussi en ce moment. Globalement, Thomas Bauchet, il nous reste quelques secondes avec la pandémie, la crise sanitaire actuelle. Est-ce que vous pensez que l'époque est idéale, va permettre l'émergence de nouvelles utopies ? Est-ce que le terreau est là ? Je pense que les humains ont besoin d'être heureux, qu'ils ont besoin de vivre en dehors du sentiment qu'il y a autour d'eux des gens qui meurent de faim, des gens qui sont laissés en dehors de ce qui est en train de se jouer, et que pour ça, il y a plein de moyens de s'y prendre. J'ai acheté hier en librairie, quel bonheur de retourner en librairie, Nos cabanes de Marielle Massé. Et elle explique qu'il y a plein de lieux, on peut construire toutes sortes de cabanes partout. Et puis, moi, je connais des petits gamins qui remobilisent des poèmes, qui les font leurs et qui font société avec. Je m'arrête là. On va aller construire nos cabanes. Merci beaucoup à vous, Thomas Bauchet, d'avoir été avec nous. Utopie, votre livre vient donc de paraître chez Anna Mosa. C'est un petit livre dans cette nouvelle collection consacrée aux mots et on y reviendra. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide très précieuse, une fois encore et pour toujours, d'Anouk Delfino. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félix Levacher avec Jacques Hubert à la technique. Merci messieurs.